La pédagogie de cet établissement s'inspire de la méthode Steiner. Celle-ci se fonde sur une nouvelle science, la connaissance profonde de l'homme. Éduquer est un art. Ce que je trouve bien ici, c'est qu'on s'appuie vraiment sur l'être humain en lui-même. Contrairement à la plupart des écoles publiques, on ne promeut pas ici le savoir ou la productivité, mais on se concentre sur l'être humain et son individualité. Si on commence à faire de l'enseignement avant 7 ans, eh bien on va prendre à ce corps physique des forces, on va lui envoyer des forces, et Steiner dit ça c'est le lit pour des maladies telles que la sclérose ou le cancer par exemple. Je ne connais personne d'autre qui a eu des idées aussi fructueuses et bonnes, qui sont restées dans le temps et qui s'appliquent à tellement de domaines différents. Épinglés en juin 1999 dans un rapport d'inspecteurs de l'éducation nationale. Leur conclusion était plutôt alarmiste. Tous les programmes d'enseignement sont basés sur des thèmes mythiques et mystiques. Les activités ne laissent aucune place pour l'esprit critique. Il y a des carences dans l'éducation scientifique, technique, dans l'histoire. Les savoirs enseignés sont parfois erronés. La totalité des écoles Steiner anglaises ont été inspectées l'an dernier. Le résultat est sans appel. Les 3/4 d'entre elles ont été jugées insuffisantes, voire inadaptées, en ce qui concerne la qualité de l'éducation, l'accueil des enfants handicapés ou la sécurité des écoliers. Bonjour, je suis Kalou et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités, Stéphanie Devancey et Grégoire Perrat. Madame Devancey, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle donc Stéphanie Devancey, j'ai un peu plus de 50 ans, je suis actuellement détachée dans un syndicat d'enseignants. J'ai auparavant été éducatrice spécialisée auprès d'enfants handicapés, puis professeure des écoles en milieu difficile et auprès d'élèves en difficulté scolaire. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement sensibilisée à tout ce qui est pédagogie et pédagogie efficace pour notamment les élèves fragiles et en situation de handicap. Par ailleurs, c'est pas totalement lié au sujet de ce soir, mais ça peut s'en rapprocher. J'ai écrit il y a 2 ans un livre qui s'appelle Dompter les trolls, qui parle de comment survivre en milieu hostile sur Twitter quand on est une militante syndicale, ce qui est mon cas. Mais je pense que Grégoire ne nous contredira pas pour dire que quand on est aussi un militant anti-mouvement sectaire, combattre les trolls fait partie des compétences que l'on développe et des problématiques que l'on découvre. Monsieur Perrat, est-ce que vous pouvez aussi vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Je suis professeur de philosophie à l'Éducation nationale. Je suis aussi un ancien élève des écoles Steiner-Waldorf, un ancien professeur des écoles Steiner-Waldorf et aussi un ancien anthroposophe qui a été témoin de ce qui se passe dans cette organisation qu'on appelle l'anthroposophie, cette mouvance qui a de multiples ramifications à travers donc ces écoles, mais aussi la biodynamie, la finance, la médecine. J'ai témoigné de mon parcours de vie au sein de l'anthroposophie dans une émission sur la chaîne Méta de Choc. Cette émission a fait l'objet d'une traduction sous forme de livre qui a le même titre, Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Steiner-Waldorf. Merci à vous 2 d'avoir répondu à mon invitation. Pour ma part, je pense qu'il est bon de clarifier que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts, je ne touche aucune rémunération de mes vidéos et je ne travaille pas dans le milieu de l'éducation non plus. Le seul lien que j'ai pu trouver est que j'ai eu, enfant, plusieurs amis qui furent scolarisés dans une école Steiner-Waldorf. Alors pour cet entretien, je me suis reposé sur de nombreuses sources et rapports d'enquête qui sont toutes accessibles en description de cette vidéo. Vous y retrouverez aussi un timecode permettant d'aller directement au chapitre souhaité.
Alors nous allons essayer ensemble de mieux comprendre la pédagogie Steiner-Waldorf, sur quoi elle repose, ses méthodes, ses valeurs et ses outils, qui sont souvent décriés notamment pour sa transmission des savoirs et ses assises pseudo-scientifiques issues du courant occultiste, l'anthroposophie. Pédagogie qui est aussi reprochée de prosélytisme, voire de dérive à caractère sectaire. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir m'entretenir dernièrement à ce sujet avec Madame Drillon de l'UNATFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de secte, entretien que vous pourrez retrouver ici. À ceux qui ne connaissent pas ou peu le sujet, les écoles Steiner-Waldorf et sa pédagogie ont été créées par Rudolf Steiner il y a un peu plus d'une centaine d'années. Sa conception de l'homme et ses principes pédagogiques, entre autres, sont le fruit de ses certitudes qu'il a eues lors de ses voyages dans les mondes suprasensibles par clairvoyance. Pour en savoir plus sur Steiner et l'anthroposophie, je vous invite à découvrir mon entretien avec Shadow Ombre, disponible en 3 volets ici. Madame Devancey, pouvez-vous nous rappeler ce qui font les spécificités des écoles alternatives, religieuses, sous et hors contrat, ainsi que la différence entre les écoles Waldorf et celles d'inspiration Waldorf? Alors, en France, il y a donc 2 types d'écoles, 2 grandes familles. Il y a l'école publique et puis il y a les écoles qu'on appelle les écoles privées, parfois les écoles libres. Parmi ces écoles privées, il y a à nouveau 2 grandes familles. Une partie de ces écoles sont ce qu'on appelle sous contrat. Alors, il y a divers contrats. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un peu subtil. Mais en gros, celles qui sont sous contrat ont davantage d'obligations que les autres dont je parlerai après, de respecter les programmes scolaires et un certain nombre de règles qu'elles ont en commun avec l'école publique. Et moyennant ça, elles ont un gros avantage par rapport au 3e dont je parlerai ensuite, c'est que leurs professeurs sont rémunérés par l'éducation nationale. Et puis donc la 3e famille, enfin la 2e famille des écoles libres, c'est celles qu'on appelle hors contrat, qui là n'ont pas d'obligation particulière concernant les programmes, elles ont juste l'obligation d'atteindre le niveau du socle commun, c'est-à-dire les grandes étapes de niveau, notamment en fin de collège. Mais il y a aussi bien sûr une étape en fin de primaire et une étape en fin de lycée. Donc les professeurs ne sont pas rémunérés par le ministère, ce qui laisse aussi plus de libre appréciation sur leurs éventuels diplômes et formations. Et il faut savoir qu'une école qui est hors contrat et qui a eu un fonctionnement satisfaisant pendant 5 ans peut devenir une école sous contrat. Bien entendu, les écoles hors contrat ne sont pas totalement sans surveillance, hein. Il y a évidemment une surveillance qui est double du respect, bien entendu, des règles de sécurité, des règles sanitaires de tout établissement qui reçoit des enfants et des mineurs. Et puis, il est quand même normalement, régulièrement vérifier que leurs apprentissages se déroulent dans des conditions correctes et répondant aux standards minimums exigés. Et puis, pour ce qui est des écoles Steiner ou d'inspiration Steiner, là, il faudrait davantage demander à la Fédération des écoles Steiner quelle différence ils font. Mais ce que j'en comprends, Grégoire pourra peut-être préciser si je me trompe, c'est que celles qui sont Steiner sont officiellement reconnues par la Fédération française des écoles Steiner comme respectant le cahier des charges. Je ne sais pas si... Oui, on doit pouvoir dire comme ça, même s'il n'y a peut-être pas un document concret qui existe de cet ordre-là. Et celle d'inspiration Steiner, ça c'est un peu comme tous les trucs d'inspiration, c'est-à-dire que n'importe qui peut se revendiquer d'inspiration quelque chose. Je mettrai quand même une alerte. Les écoles hors contrat qui s'ouvrent actuellement et qui disent qu'elles s'inspirent du meilleur de chaque pédagogie et qu'elles piochent chez Freinet, Montessori et Steiner en mettant les 3 sur le même pied d'égalité, sont à mon avis à fuir absolument, puisque même dans 2 cas, on parle de pédagogie, pour moi, du réel, et dans le 3e cas, on parle d'une pédagogie très particulière dont on va vous parler ce soir, dont on ne peut pas prendre un morceau et dont on ne peut pas juste s'inspirer. Enfin, de mon point de vue, ça fait système, et autant Freinet et Montessori
On peut en prendre des bouts. Alors, c'est pas forcément terrible parce que c'est pareil, il y a des effets système, donc ça peut être intéressant de le faire plutôt totalement. Mais on peut s'inspirer, prendre des bouts, etc. Je vois pas tellement comment on peut s'inspirer. C'est plutôt marketing, à mon avis. Merci bien. Les écoles qui nous intéressent aujourd'hui ne sont pas considérées et ne se considèrent pas comme étant des écoles religieuses. Elles affirment aussi ne pas transmettre les croyances de l'anthroposophie dont elles sont issues. Monsieur Perrat, quels sont les profils des parents qui choisissent de mettre leurs enfants dans ces institutions et qu'est-ce qui les séduit particulièrement dans cette approche pédagogique? Alors le profil de ces parents, ce sont souvent tout simplement des gens qui cherchent une nouvelle pédagogie, une autre structure pour leurs enfants, et pas du tout des gens qui seraient intéressés par l'anthroposophie ou qui en auraient entendu parler. Eux-mêmes, ce sont juste des gens qui cherchent autre chose pour leurs enfants. Et ils se font séduire, parce qu'on peut vraiment parler de séduction, par un discours qui vante des qualités pédagogiques particulières, un enseignement spécifique avec des particularités très enrichissantes pour l'enfant, comme par exemple l'épanouissement de la personnalité, comme le contact avec la nature, comme le libre jeu, comme une manière d'apprendre qui serait moins intellectuelle et plus sensorielle, manuelle, émotionnelle, etc. Et tout ça, donc, ça va séduire les parents qui vont mettre leurs enfants dans ces écoles, alors que la plupart ne sont pas informés sur ce qui sous-tend cette pédagogie, c'est-à-dire l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Cette pédagogie dit prôner le respect de l'individualité, la valorisation des talents et des aptitudes, comme la créativité, l'éveil à la nature ou problèmes écologiques. De très belles valeurs dont beaucoup de parents souhaitent transmettre à leurs enfants. Ce qui me semble aussi important de connaître est la volonté de ces écoles de créer un lien communautaire en encourageant les parents à fortement s'impliquer, aussi bien au sein de l'établissement qu'en dehors, ce qui permet une continuité au sein du foyer. Il y a aussi des ateliers et conférences tout spécialement destinés aux parents. Et les enquêtes notent cependant que les partages de ces contenus, les ateliers et les conférences qui leur sont destinés, sont presque exclusivement axés sur des contenus anthroposophiques, biodynamie, médecine anthroposophique, etc. De plus, dans les enquêtes que j'ai pu parcourir, il ressort que le mot anthroposophie est sciemment changé par anthropologie par certains établissements quand ils s'adressent aux parents, et ce, surtout au début de la prise de contact. Monsieur Perrat, avez-vous aussi eu l'occasion de constater ce genre de transmission? Oui, j'ai dit tout à l'heure que les écoles Steiner endoctrinaient les enfants, mais il faut savoir qu'elles endoctrinent aussi les parents. Et cela, ça se fait effectivement d'abord par un langage où l'anthroposophie n'est pas énoncée clairement, où elle est d'abord édulcorée, puis masquée, puis enseignée de façon insidieuse, de manière subtile, à travers les réunions de parents, à travers les entretiens entre les professeurs et les parents. Et ce qui est très embêtant, c'est que cet enseignement de l'anthroposophie n'est jamais fait de manière frontale. Les parents, quand ils viennent voir les professeurs dans les écoles Steiner, c'est pour entendre parler de leur enfant, de sa scolarité, de ses résultats, de ses progrès, etc. Ils ne viennent pas pour avoir des cours d'anthroposophie. Et c'est pourtant ce qui va se passer. Les parents vont se faire endoctriner à l'anthroposophie à leur insu dans un contexte qui n'était pas censé être un contexte de transmission d'une doctrine ésotérique. Mais c'est pourtant ce qui va se passer. Et puis, il y a aussi effectivement la vie communautaire. Dans les écoles Steiner, on parle, il y a un terme qui est diffusé auprès des parents, on parle de vie de l'école. Mais en fait, il faudrait parler de vie communautaire de l'école. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place aussi très rapidement. C'est présenté toujours par ces écoles comme
un modèle de participation des parents à la vie de l'établissement. Un peu ce que chercherait à faire l'éducation nationale en intégrant davantage les parents dans le fonctionnement de l'établissement. Mais c'est pas du tout ça qui se passe dans les écoles Steiner. Dans les écoles Steiner, les parents y sont pris, amenés dans une vie communautaire qui est ponctuée de fêtes, de moments en commun, il faut voir par exemple comment se passent les réunions de parents une fois par trimestre. C'est beaucoup plus que des réunions d'information. Très souvent, le décor va être tout à fait significatif. Il y aura une petite bougie, des gâteaux, certains parfums. Très très vite, on s'aperçoit que les parents font la bise aux professeurs de classe quand ils viennent chercher leur enfant à l'école. Tout ça, ça montre qu'en fait, c'est très vite beaucoup plus qu'une école pour les parents également. Et oui, ça fait partie des dispositifs qui me semblent être des dispositifs d'endoctrinement des parents à l'anthroposophie. Une des différences avec les écoles publiques est celle concernant les évaluations. Elles sont formatives, sans notes chiffrées, pas de classement ni redoublement. Madame Devancey, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça fait partie des pièges. Ça fait partie des pièges parce que moi, j'en pense plutôt du bien dans l'absolu, c'est-à-dire l'évaluation est intéressante quand elle est formative, c'est-à-dire quand elle permet à l'élève et à ses parents de savoir où il en est, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas encore, ou ce qu'il ne sait pas encore bien faire, pour qu'il puisse progresser. Donc, on peut difficilement être contre. Et c'est évidemment beaucoup plus pertinent et beaucoup plus utile que juste l'évaluation sommative qui se termine par une note. Une note ne dit pas grand-chose. Tout un chacun, on sait bien que les notes qu'on a eues dans notre scolarité ou les notes qu'ont nos enfants est à remettre dans un contexte. Ça dépend du professeur, ça dépend du niveau de la classe, ça dépend de la difficulté de l'évaluation. Donc, la note en soi n'est ni bonne ni mauvaise, c'est la façon dont on va l'utiliser. Si elle est utilisée pour faire montrer à l'élève ses progrès de façon claire, pourquoi pas. Et en fait, présenter l'école de cette manière-là, c'est dire, voyez, notre école est bienveillante et elle va faire attention. Or, ce sont des indices, mais ce ne sont pas des preuves que les choses se passent bien. Je pense aussi au redoublement. Alors moi, je suis complètement contre le redoublement, m'étant longtemps occupée d'élèves en très grande difficulté, j'ai eu l'occasion de me pencher sur la question. Et là, il faut être scientifique, hein, ce que ne font pas les anthroposophes. Il y a de multiples études en sciences de l'éducation, et pas seulement françaises, sur les effets du redoublement. Et il y a un consensus qui s'en dégage, même si c'est contre-intuitif. Hein, on a l'impression, en tant que parents et en tant qu'enseignants aussi, hein, les enseignants sont massivement pour le redoublement, parce qu'on a l'impression, si on fait appel à son bon sens, qu'un enfant qui n'a pas appris tout ce qu'il devait apprendre pendant une année, bah, s'il l'a refait, si on lui donne plus de temps, il va avoir une deuxième chance. Or, ce que montrent les études, c'est que le redoublement, au mieux, dans le meilleur des cas, ne sert à rien, et que la plupart du temps, le redoublement enfonce l'élève dans ses difficultés parce qu'elle atteint son estime de soi, que quand il refait une année, ce qu'il sait déjà, il s'ennuie et qu'il ne s'intéresse pas forcément plus à ce qu'il avait manqué et que ce serait beaucoup plus mobilisateur pour lui d'être dans la classe supérieure normalement, quitte à bénéficier d'une aide et d'un soutien particulier à certains moments ou dans le cadre même du cours. Donc, je suis contre le redoublement, mais ce n'est pas pour autant que je vais recommander les écoles Steiner parce qu'elles ne font pas redoubler. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'école publique, même si Blanquer est un petit peu revenu sur l'interdiction du redoublement, dans les faits, le redoublement se fait très peu. Alors, non pas parce que tout le monde reconnaît qu'il est inutile, malheureusement, j'aimerais bien que ce soit pour cette bonne raison, mais pour une autre mauvaise raison, c'est que le redoublement coûte très cher. C'est-à-dire qu'un enfant qui passe un an de plus à l'école, eh bien, c'est un an de plus de scolarité qu'il coûte à la collectivité et que c'est donc trop coûteux de le faire redoubler et c'est en partie pour ça qu'on
qu'on essaye d'éviter les redoublements. Mais en tout cas, le redoublement est plutôt une mauvaise chose. Donc, ça fait partie des quelques points avec lesquels je suis d'accord avec Steiner sur l'énonciation du point, mais pas sur la raison ou sur ce qui sous-tend ce point-là. Une autre différence, c'est que ces écoles favorisent les jouets en bois, refusent souvent les jouets en plastique et ont une défiance envers la télévision et les écrans. Madame Devancey, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je vais commencer, puis je laisserai Grégoire compléter. Alors là c'est pareil, ça fait partie des choses que je trouve un peu marketing, en tout cas qui attirent. On est tous spontanément dans un espèce de biais sur ce qui est ancien, ce qu'on a connu petit, ou même ce qu'on n'a pas connu petit, mais que nos parents ont connu petit, c'est mieux. Hein, d'où l'attrait pour les jouets en bois, pour les choses anciennes, etc. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi le plastique est rejeté, peut-être pour la même raison que les écrans. En tout cas, je sais pourquoi les écrans sont rejetés. Pour Steiner, tout ce qui relève de la technologie est arimanien. Hein. Alors, Ariman étant un démon de l'anthroposophie, donc je laisserai Grégoire vous expliquer ça un petit peu mieux que ça. Je suis assez choquée de voir qu'on porte au nu l'école sans écran où, soi-disant, tous les cadres de la Silicon Valley mettraient leurs enfants parce que c'est comme ça que le mythe est construit, parce que eux savent que les écrans, c'est vraiment très, très mauvais et que ça manipule et que c'est très, très méchant. Et donc, ils choisissent de mettre leur enfant dans une école sans écran. Non, enfin, la réalité est autre. Cette école est une grosse école Steiner-Waldorf, qui est dans la Silicon Valley. Mettre son enfant dans une école Steiner-Waldorf, ça coûte un bras. Hein. Les cadres de la Silicon Valley ont les moyens de mettre leurs enfants dans cette école-là. J'imagine que c'est chic de mettre son enfant dans cette école-là. J'imagine qu'ils ne le font pas tous, parce que même si c'est une grosse école, je doute qu'elle puisse absorber tous les enfants des cadres de la Silicon Valley. Et en plus, je trouve l'argument très fallacieux, parce que bien évidemment que les enfants des cadres de la Silicon Valley, s'ils ont absolument aucune initiation aux écrans à l'école, mais qu'ils ont un papa et une maman cadre dans la Silicon Valley, tout ce dont ils auront besoin au niveau de connaissances informatiques, eh ben, ils les apprendront dans leur milieu naturel et familial. Et j'attire vraiment la vigilance des gens qui encadrent cette vidéo. La mode du sans-écran et la peur autour des écrans, alors qu'on la trouve justifiée ou non, moi je trouve qu'elle est un peu exagérée. Après, les écrans, c'est pas magique et il faut pas coller ses enfants devant pendant 5 heures par jour, hein, on est d'accord aussi. Et de plus en plus infiltrés par des organisations anthroposophes proches de l'anthroposophie, notamment Eliante, qui est un groupe de lobbying auprès de la Commission européenne, qui a lancé une grosse pétition pour interdire les écrans pour les jeunes enfants. Donc, l'anthroposophie, comme d'autres dérives sectaires, essaye de se glisser dans des choses qui sont tendances et de se masquer derrière des bonnes causes. Donc voilà, donc même si on est très réticent vis-à-vis des écrans et qu'on veut militer pour que les enfants soient moins devant les écrans et utilisent davantage leurs mains, fassent davantage de travail manuel et plus de joie en bois, je n'ai rien contre. Hein. Pour moi, je suis pour la diversité, pour le choix, pour que les enfants expérimentent tout un tas de choses. En tout cas, faites attention de ne pas vous faire manipuler derrière sous des... En plus, bien entendu, quand on va voir par exemple cette pétition contre les écrans d'Eliante, à aucun moment il est parlé du démon Ahriman. Or, le fond du problème, hein, Grégoire, c'est le côté démoniaque de la technologie. Oui, tout à fait. Il y a 3 démons dans la cosmologie des anthroposophes. Donc là, c'est peut-être le moment d'entrer un tout petit peu dans la doctrine, même si ça a été déjà fait avec l'émission avec Shadow Ombre. Mais effectivement, donc il y a 3 démons dans la cosmologie anthroposophique, c'est Lucifer, Ahriman et Sorat. Lucifer est un démon qui donne la sagesse et en même temps une forme de froideur intérieure. Ahriman est quelqu'un qui développe l'intellectualité, la technologie et fait disparaître notre âme. Et Sorat entraîne les êtres humains au fin fond de l'abîme où ils sont dépravés par leur sexualité débridée et leur corps est détruit par la radioactivité, pour résumer. Donc oui, c'est très gênant effectivement qu'il y ait des sous-entendus religieux
qui sous-tendent une pédagogie et que ces sous-entendus religieux ne soient pas énoncés aux parents. Ils auraient le droit de le savoir. Et ça fait partie de la manière d'entrer en relation avec les autres qu'ont systématiquement les anthroposophes. Les anthroposophes ne disent jamais le fond de leurs pensées. C'est vraiment une de leurs caractéristiques majeures. Ils avancent masqués, ils ne sont pas francs, ils veulent vous convertir, mais sans vous dire en amont qui ils sont, ni à quoi ils voudraient vous faire adhérer. Cet exemple de la technologie vue comme une émanation du démon Ahriman, qui sous-tend la pédagogie, qui sous-tend un rapport effectivement aux matériaux bruts de la nature dans les cours, eh bien, elle n'est pas énoncée et c'est très problématique. Peut-être un petit mot sur le redoublement que Stéphanie a énoncé. Pourquoi il n'y a pas de redoublement dans les écoles Steiner? Effectivement, c'est pas pour des raisons pédagogiques, c'est pour des raisons communautaires. Les enfants, pour la pédagogie Steiner, entrent dans une classe où ils vont rejoindre des compagnons karmiques. Les autres élèves d'une classe sont des compagnons de karma, c'est-à-dire des gens avec qui on a eu des histoires, des affaires dans une ou plusieurs vies antérieures. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer d'une classe à l'autre dans une école Steiner-Waldorf, parce qu'on briserait alors les chaînes du karma. D'ailleurs, le professeur, pour la pédagogie Steiner, le professeur est lui-même en relation karmique avec ses élèves. Donc si jamais un enfant redoublait, eh bien il perdrait le lien karmique avec son professeur qui est destiné à être son guide spirituel dans cette incarnation-ci. Justement, en parlant des professeurs, des enquêtes révèlent une formation parfois insuffisante de certains enseignants. Monsieur Perra, est-ce que vous pouvez nous parler du cursus pour devenir enseignant Waldorf? Oui, alors c'est un cursus qui a évolué dans le temps. Autrefois, c'est-à-dire il y a 20-30 ans, quelqu'un qui voulait devenir professeur Steiner-Waldorf devait faire une formation de 4 ans à plein temps qu'il devait payer, et c'était cher, et sans avoir la possibilité de travailler en même temps. C'est dire l'investissement financier que ça représentait, puisque le futur professeur Steiner-Waldorf, il devait pouvoir se loger, se nourrir, sans travailler pendant 4 ans, payer une formation très chère. Les choses ont évolué parce que les professeurs Steiner-Waldorf ont eu, les écoles Steiner ont eu besoin de recruter davantage. Alors la formation est devenue une formation par week-end, toujours payante, parfois subventionnée à 50%, parfois moins par les écoles Waldorf, plus ou moins obligatoire. Donc en fait, quand vous êtes professeur Steiner-Waldorf, très souvent, on vous demande de faire la formation à vos frais, en ne vous en remboursant qu'une partie, voire en ne vous remboursant pas du tout, ce qui à mon avis pose un certain problème, parce que faut voir quelle est la nature de la demande. Moi, j'ai connaissance de demandes qui ont pu être très pressantes, voire un peu autoritaires. Et donc, cette formation, elle se fait par week-end, une fois par mois. Il y a quelques années, c'était pendant 4 ans, c'est passé à 3 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation? Le contenu, maintenant, c'est de l'anthroposophie, tout simplement. Il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de prospective vers d'autres pédagogies. Ce n'est pas pensable dans le cadre d'une pédagogie Steiner-Waldorf, ou alors, quand on mentionne d'autres pédagogies, c'est pour justifier la pédagogie Steiner-Waldorf. Mais ça n'a pas d'autre fonction que cela. Il n'y a pas d'ouverture possible dans l'anthroposophie, il n'y a pas d'ouverture d'esprit possible non plus dans la pédagogie Steiner-Waldorf, ou alors pour s'auto-justifier.
Alors, c'est de l'anthroposophie, d'une part au niveau des contenus, et c'est de l'anthroposophie aussi au niveau de la vie communautaire qui va être mise en place aussi dans le cadre de cette formation. Moi, je l'ai faite, cette formation, pendant 2 ans, et ce qui m'a frappé, c'est que partant d'un groupe de gens qui ne se connaissaient pas au départ, on en est venu à avoir une vie quasiment communautaire, alors même qu'on ne se voyait qu'une fois par mois, les week-ends. C'est très frappant comme évolution. Ça allait jusqu'à se mettre à réciter des mantras de Rudolf Steiner spontanément au début de chaque cours. Comme on mangeait ensemble, c'était aussi au début des repas, avec des gestes aussi. Au début de chaque repas, tout le monde se tenait la main, en même temps qu'on disait les paroles de Rudolf Steiner. Enfin, on était vraiment dans quelque chose de religieux. Et puis très très vite, plus personne n'avait de secret pour personne dans le cadre de cette formation. Tout le monde racontait sa vie à tout le monde, dans les cours, en dehors des cours, etc. Puis après, les relations personnelles dans ce cadre étaient aussi, on va dire, très emmêlées et très confuses, pour ne pas en dire plus. Les professeurs des écoles Waldorf suivent des formations au contenu explicitement anthroposophique, avec des cours sur les anges, les démons, le Christ et le mal, ou encore sur la réincarnation et le karma. J'ai aussi pu lire que les élèves ont un seul instituteur majeur tout au long de l'année. Ceci crée-t-il un lien particulier, prof-élève ? Alors oui, il y a un lien particulier du professeur et des élèves parce que la doctrine pédagogique des écoles Steiner-Waldorf veut que pendant les 6, voire les 8 premières années de la scolarité après le jardin d'enfants, on garde le même professeur. Il ne va pas faire toutes les matières, il va faire ce qu'on appelle les matières principales, français, mathématiques, il va pas faire les langues par exemple, il va pas faire le rythmie, il ne va pas faire certains cours d'art, mais bon, il fait quasiment sinon toutes les autres matières et on le voit en permanence. Avec des élèves qui sont les mêmes. Parfois, dans une même classe, les élèves sont ensemble depuis le jardin d'enfants jusqu'à la terminale, ce qui fait 12, 13, 14, 15, 16 ans ensemble. Donc évidemment, ça crée des liens entre les élèves d'ordre familiaux, et avec le professeur qu'ils ont entre 6 et 8 ans, il y a aussi des liens de cette nature qui s'instaurent. Pas seulement à cause du temps passé ensemble, mais aussi à cause de la forme de lien qu'instaurent les professeurs eux-mêmes avec les élèves. Je me souviens très bien que pendant la formation, on nous disait qu'il fallait avoir des gestes familiaux, chaleureux, tactiles avec nos élèves, qu'il fallait par exemple ne pas hésiter quand on passait derrière eux, qu'ils étaient en train d'essayer de résoudre un problème de mathématiques, qu'il fallait qu'on pose nos mains sur leurs épaules quand ils n'y arrivaient pas, qu'il fallait pas qu'on hésite à les prendre dans nos bras, de les câliner, de les réconforter, bref, d'entrer avec eux dans des formes relationnelles qui, à mon sens, sont davantage des formes relationnelles familiales et intimes que professorales et professionnelles. Et tout ça, c'est lié à la notion effectivement de karma. Il faut créer quelque chose
et il faut que le karma puisse s'accomplir entre le professeur et les élèves, et donc pour ça, il faut créer une dimension de relation personnelle très forte. Cette dimension personnelle, d'ailleurs, elle va toucher les élèves, mais elle va également toucher les parents des élèves. Une des coutumes des écoles Steiner-Waldorf, c'est que le professeur de classe vienne manger chez les parents pendant le week-end, une fois par mois. Ça fait partie des choses qui sont instituées par Steiner. Les parents doivent inviter, ou le professeur des écoles Steiner-Waldorf doit se faire inviter dans chaque famille tous les week-ends pour manger avec eux, voir où ils habitent, créer des liens qui sont un peu comme un oncle vis-à-vis de la famille. Et puis, à l'occasion, il voit un petit peu la maison des parents, la chambre de l'enfant. Il va se mettre à donner des conseils du genre oui, ben là, vous voyez, moi c'est ce qu'avait fait mon professeur avec mes parents. Oui, votre fils, là, il joue au Lego. Les Lego, c'est du plastique. Si vous pouviez lui enlever, ce serait mieux. Alors là, je peux vous dire que moi, m'enlever mes Lego, il fallait pas trop insister. Donc ça n'a pas marché, mais pour beaucoup de parents, ça marche. C'est-à-dire les professeurs rentrent dans leur vie familiale, petit à petit vont la régenter. Ils vont leur conseiller, par exemple, d'enlever donc tel jouet, de mettre tel autre à la place, de ne plus regarder la télévision, de dire certaines prières avant de s'endormir aux enfants, de manger d'une certaine façon et pas d'une autre, et manger à la mode des anthroposophes, avec les coutumes des anthroposophes, de s'habiller aussi d'une certaine façon, etc., etc. C'est l'occasion pour les professeurs d'entrer dans la vie intime et familiale également. Madame de Vancey, j'aurais 2 questions. Qu'est-ce que vous inspire cette familiarité? Et est-ce que ce n'est pas trop cloisonnant de n'être confronté qu'à une seule et unique source de transmission des savoirs? Alors, c'est compliqué, mais c'est ce que j'avais appris pendant mes études d'éducatrice spécialisée. Quand on travaille avec des humains, ce qui est le cas quand on est éducateur spécialisé et quand on est enseignant, il faut trouver la bonne distance professionnelle. C'est-à-dire que la bonne distance professionnelle, c'est celle où on reste un professionnel. Donc effectivement, on n'apprend absolument pas à devenir un membre de la famille ou un proche des enfants dont on doit s'occuper, mais il ne s'agit pas non plus d'être froid, distant. Par exemple, il est évident qu'en maternelle, quand un petit pleure, on le prend dans ses bras, on le console, on le prend sur ses genoux, on l'entoure. Enfin bon, voilà, le contact physique fait partie des choses. Pour les petits, ça serait complètement déshumanisant et ridicule de s'en priver totalement. Par contre, évidemment que ce n'est pas la même chose que de s'occuper de son propre enfant. Après, à partir de l'école élémentaire, donc à partir du CP, la distance, en tout cas au niveau physique, se fait petit à petit, qui ne veut pas dire qu'on a l'interdiction de toucher les élèves, hein, bien évidemment. Poser sa main sur un bras peut être à un moment pertinent. Après, c'est aussi, et ça fait partie, je trouve, de la professionnalité d'un enseignant et d'un éducateur, c'est aussi de sentir, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas du tout le contact physique, hein, et que non seulement ça les rassure pas, mais ça les met mal à l'aise et ça les bloque. Et il y en a d'autres, au contraire, que ça va rassurer de voir qu'ils ont en face d'eux pas seulement un professeur, mais un être humain qui se préoccupe d'eux. Par contre, on a des consignes extrêmement précises et indispensables de ne pas être seul dans une pièce avec un élève, la porte fermée, par exemple. Alors, ça évite les problèmes de fausses accusations, mais ça évite aussi enfin, ça limite en tout cas tout risque de dérapage, de gestes déplacés ou de choses. Voilà, donc on essaye de l'éviter. C'est ce qui montre pour moi ce que décrit Grégoire, qu'on n'est pas dans un cadre scolaire. On est dans un cadre, alors je ne connais pas bien puisque je n'ai jamais vécu en communauté, mais ça me fait plus penser à un cadre communautaire. Et en même temps, je pense que ça trouve aussi écho dans les attentes des familles qui choisissent ce type d'école, parce qu'en France, on est particulièrement mauvais. Je pense que les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous
sur le sentiment d'appartenance à un groupe, d'appartenance à une école. C'est extrêmement rare en France qu'un enfant ou qu'un adolescent soit très fier de venir de cette école-là, de ce collège-là, de ce lycée-là. Or, je trouve que c'est important qu'un élève se sente bien dans son école. Pas qu'il s'y sente comme chez lui, pas qu'il s'y sente en famille, mais qu'il s'y sente bien, entouré par des adultes bienveillants, aidants, mais aussi professionnels. Et ça me paraît essentiel de ne pas oublier qu'on est un professionnel. L'anthroposophie donne une importance toute particulière à la phénoménologie et au vécu sensoriel expérimental, à l'intuition. Est-ce pour cela que certains instituteurs expliquent qu'ils doivent ressentir intérieurement l'élève afin de connaître son tempérament? Et pouvez-vous aussi nous expliquer ce qu'ils veulent dire par ressentir intérieurement et aussi nous parler des 4 tempéraments? Quand on connaît le fond de la méthode des écoles Steiner-Waldorf, on sait qu'il y a une exigence chez les professeurs de méditer sur les élèves, de les ressentir intérieurement, de les prendre avec soi jusque dans le monde spirituel. Ce sont les termes utilisés. En fait, un professeur Steiner-Waldorf définit lui-même sa tâche comme une tâche sacerdotale. C'est le mot qui est employé par Rudolf Steiner. Un professeur Steiner-Waldorf, il a une mission sacerdotale vis-à-vis de ses élèves. Il est comme un prêtre vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qu'il a en charge le salut de leurs âmes. Un élève Steiner-Waldorf, pour un professeur Steiner-Waldorf, c'est quelqu'un qui vient au monde avec un karma à accomplir, et dans ce karma, il y a l'exigence de rencontrer le Christ cosmique. Parce que ça, si ce n'est pas fait, eh bien, cette âme va aller d'incarnation en incarnation vers la perdition, vers des corps de moins en moins humains, et jusqu'à aller plus tard habiter sur une planète damnée, où ils évolueront, ils s'enfonceront dans les fins fonds du cosmos, au-delà de toute aide possible de la divinité. Donc la mission d'un professeur Steiner-Waldorf, c'est d'abord et avant tout de s'occuper de l'âme de son élève, pas de sa scolarité, pas de son apprentissage, pas de ses capacités ni de ses connaissances. Non, il doit s'occuper de son âme pour la sauver. Comment entrer en contact avec cette âme pour un professeur Steiner-Waldorf? Eh bien, en la visualisant, en utilisant la méthodologie de l'anthroposophie pour connaître le monde des âmes et des esprits. C'est quoi cette méthodologie? Eh bien, cette soi-disant méthodologie, c'est ce que développe Steiner dans ses écrits comme le traité des couleurs, enfin l'introduction au traité des couleurs de Goethe, toute sa phénoménologie goethéenne, c'est-à-dire on va rentrer dans le monde de l'âme et dans le monde de l'esprit par les sens. C'est la grande idée de Steiner, c'est ça. Il y a un accès possible au monde spirituel, au monde invisible, par les sens. Par exemple, on peut rentrer en contact avec une entité spirituelle en regardant la couleur rouge, parce que dans la couleur rouge s'exprimerait une divinité. Ou on peut connaître l'âme d'un élève en regardant sa morphologie et sa corporéité. Si l'élève a des cheveux blonds, s'il a des yeux bleus, s'il a telle forme de bras, s'il a telle longueur de ventre, etc. Tous les détails peuvent y passer. Eh bien, ce sont des éléments qui nous permettent d'entrer c'est la porte d'entrée vers son âme.
Souvent, quand vous rencontrez un anthroposophe, il a une manière très particulière de vous regarder. Alors, je pense que c'est pas le cas ni à l'un ni à l'autre. Vous n'avez pas dû rencontrer d'anthroposophe encore dans votre vie. Mais si jamais ça vous arrive, soyez très attentif à la manière dont un anthroposophe vous regarde. Vous avez l'impression qu'il vous mange des yeux. Quand vous entrez dans le cabinet d'un médecin anthroposophe, c'est très flagrant. Il vous mange des yeux, il vous gobe tout entier en vous regardant. Alors, c'est pas du tout un hasard, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire quand on est anthroposophe. Il faut absorber sensoriellement la personne, ou pas seulement d'ailleurs la personne, mais aussi tout ce que vous voyez, tout ce que vous regardez, la botanique anthroposophique, la zoologie anthroposophique, elles se fondent aussi sur cette méthode-là. C'est-à-dire que vous devez regarder les choses avec une telle intensité que vous rentrez, c'est comme si vous rentriez à l'intérieur de ce que vous regardez. Et là, pour un anthroposophe, vous avez accès à l'âme et à l'esprit de la personne. Et concernant les 4 tempéraments? Alors, dans l'anthroposophie, il y a effectivement l'idée que l'être humain aurait 1 ou 2 tempéraments dominants, et ils empruntent ça à la vieille tradition qui remonte à l'Antiquité, selon laquelle il y aurait eu il y aurait 4 tempéraments, le tempérament du feu, le tempérament de l'eau, le tempérament de l'air, le tempérament de la terre, terre mélancolique, feu colérique, sanguin, sanguin l'air, et flegmatique l'eau. Et en fait, ça fait partie des grandes catégories avec lesquelles les anthroposophes voient le monde. En fait, qu'est-ce que c'est l'anthroposophie, en plus d'être cette soi-disant phénoménologie goethéenne qui consiste à plonger sensoriellement dans tout ce que vous rencontrez, avec l'idée que vos sens vont vous donner accès à l'âme des choses. L'anthroposophie, c'est aussi un ensemble de catégories avec lesquelles vous entrez en contact avec le monde et dans lesquelles vous allez pouvoir réduire le monde qui est autour de vous. Alors, il y a notamment les 4 tempéraments, c'est-à-dire toute personne que vous rencontrez est soit colérique, soit flegmatique, soit sanguin, soit mélancolique. Alors, avec les élèves, ça donne une telle réduction de sa personne qu'il y a certains élèves qui ne sont plus, aux yeux des professeurs Steiner-Waldorf, que le mélancolique ou le colérique de la classe, avec même des indications très précises selon lesquelles il faudrait mettre les colériques ensemble, les mélancoliques ensemble, parce que les tempéraments s'harmoniseraient d'eux-mêmes au contact de leurs semblables. Bon, moi, ce que j'en retiens en tant qu'ancien élève, c'est que c'est vraiment une négation totale de l'individualité, pour le coup, de chaque enfant, parce que voir les êtres humains de cette manière-là, c'est vraiment ne rien voir d'eux-mêmes, en plus avec des catégories qui n'ont aucune valeur. Ça n'a rien de pertinent de considérer les êtres humains soit en tant que flegmatiques, soit en tant que mélancoliques, soit en tant que colériques, soit en tant que sanguins. Ça ne vous apprend rien sur qui que ce soit de voir les êtres humains de cette manière-là, mais c'est vraiment le prisme avec lequel les anthroposophes et les pédagogues Steiner-Waldorf voient le monde et voient les autres, c'est-à-dire ne les voient pas en réalité. Madame de Vancey, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Oui, ça me fait bouillir d'entendre ça. C'est complètement anti-éducatif. Il y a un phénomène qu'on connaît bien en éducation et qu'on apprend quand on fait des vraies études professionnelles d'éducateurs ou d'enseignants, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que quand on met une étiquette sur un enfant,
surtout si l'enfant est jeune et si on est un adulte important pour lui, donc ses parents, son éducateur, son enseignant. Il faut savoir que pour les enfants jeunes, la maîtresse ou le maître a parfois une aura encore plus importante que celle du parent, même quand il est ordinaire et pas Steiner-Waldorf. Par exemple, on nous explique très clairement qu'il faut faire extrêmement attention à un enfant, par exemple, qui a commis un vol, de ne pas lui dire « tu es un voleur ». Si on lui dit « tu es un voleur », on lui colle une étiquette de voleur. Donc, évidemment que si on surprend un enfant en train de voler ou qu'il est avéré qu'un enfant a commis un vol, on va lui expliquer que prendre quelque chose qui n'est pas à lui, ce n'est pas bien, qu'il doit le rendre, qu'il doit s'excuser, qu'il ne doit pas recommencer, que ça ne se fait pas, mais il n'est pas un voleur. Il est un enfant qui apprend que voler dans notre société, ça n'est pas acceptable. Il doit trouver d'autres solutions quand il a envie de quelque chose que de voler. Pareil, si on l'étiquette menteur, mais on peut aller plus loin sur paresseux. Moi, j'ai été étiquetée paresseuse pendant toute mon enfance et il m'a fallu attendre plus de 20 ans pour découvrir que d'autres personnes qui ne connaissaient pas cette étiquette qu'on m'avait collée et à laquelle je m'étais conformée, qu'en fait, j'avais une grosse capacité de travail. Voilà, c'est le contraire. Pour moi, éduquer, c'est au contraire montrer à un enfant, à un adolescent, au contraire, tous les possibles lui sont ouverts, que certes, il est dans une société avec des contraintes, qu'il a des biais, qu'il a des croyances sur lui-même, que les autres ont des croyances sur lui-même, mais qu'il peut s'en extirper s'il le souhaite, qu'il a ce choix et qu'il a cette possibilité. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, mais pour moi, le travail d'éducation, c'est ça, c'est ouvrir des possibles. Et c'est certainement pas mettre les enfants dans une case, et encore moins dans des cases qui ne relèveraient d'aucun savoir scientifique. Après, il y a des catégories, d'ailleurs, c'est des questions qui se posent beaucoup pour les enfants qui ont des difficultés à l'école. Un enfant dyslexique, faut-il l'étiqueter dyslexique? Ça se discute. Ça se discute parce que parfois, avoir un diagnostic précis avec des outils précis qui vont l'aider, voire lui dire tu es dyslexique et tu n'es pas juste un enfant nul en lecture, ça peut l'aider. Donc, certaines étiquettes bien choisies à certains moments peuvent être pertinentes. Mais en tout cas, ça ne doit pas enfermer et ça doit être dans la préoccupation permanente des adultes qui entourent un enfant de faire très attention à ces pièges-là. Et là, ce que je constate dans ce que dit Grégoire et dans ce que j'ai lu malheureusement dans les écrits de Steiner, c'est que les enfants et les individus en général sont rangés. Et c'est un peu comme s'ils avaient quelque chose comme s'ils avaient une espèce de nature profonde dont ils ne pouvaient pas s'extirper et se libérer. Ce qui est quand même extrêmement décourageant. Je suis pas sûre que ça vaille la peine de vivre ce genre de vie. Je suis pas sûre que je suis faite pour être anthroposophe. Hein. Ça me tente pas en tout cas. Dans l'anthroposophie, il y a 3 degrés de la connaissance supérieure qui s'appellent imagination, inspiration, intuition. Quand vous êtes anthroposophe, vous devez pratiquer des exercices méditatifs d'imagination, d'inspiration et d'intuition qui sont comme 3 degrés successifs qui permettent d'accéder au monde spirituel. Qu'est-ce que c'est l'imagination? C'est de s'immerger dans des symboles. Par exemple, la rose-croix. Par exemple, le Quai d'Orsay, avec un serpent blanc qui enlace un serpent noir autour d'un bâton blanc. Ça, c'est un symbole qui va vous protéger des maladies. Par exemple, la lemniscate. Par exemple, le Christ sur une croix, etc. Ou Saint Michel plantant sa lance dans la gueule du dragon. Tout ça, ce sont des images, des imaginations, comme disent les anthroposophes. Ils n'utilisent pas le mot image, ils utilisent le terme imagination, qui vont vous faire vivre un certain contenu spirituel, une émotion liée à ces images. Quand vous êtes assez avancé dans cette pratique, vous pouvez passer au second niveau qui est l'inspiration. Et là, l'inspiration consiste à évacuer le contenu imagé de l'imagination pour ne plus laisser que son impression émotionnelle.
Vous devez vivre des émotions sans représentation. Et puis, le stade ultime de cette pratique méditative, c'est l'intuition. Et là, il n'y a même plus de contenu émotionnel. Vous êtes traversé par un pur contenu spirituel, dont je me demande bien d'ailleurs à quoi il peut ressembler, et je me le demandais même quand j'étais anthroposophe. Mais tout cela, ça développe une certaine façon de penser chez l'anthroposophe. Pour lui, la véritable pensée, ce n'est pas quelque chose qu'il produit, c'est quelque chose qui le traverse. On ne pense pas par soi-même quand on est anthroposophe. On reçoit ses pensées du monde spirituel. La pensée, pour un anthroposophe, c'est comme un océan dans lequel on serait plongé, comme un poisson. Les pensées seraient comme de l'eau qui traverserait nos branchies, notre corps, et qui nous imprégnerait. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par un effort conscient de réflexion. Et nous pouvons être traversés par des bonnes pensées ou de mauvaises pensées, suivant que nous sommes anthroposophes. Alors là, on aura des bonnes pensées, parce qu'on est une bonne personne quand on est anthroposophe, ou des mauvaises pensées, par exemple quand on est matérialiste, athée, ou appartenant à une race inférieure. Là, on aura des mauvaises pensées. Chez les anthroposophes, ça développe au fil du temps une espèce de mode de pensée où tout ce qui nous traverse, toutes les idées qui nous traversent sont les bonnes. Autrement dit, il n'y a plus de filtre par rapport à ce qu'on pense. Je me souviens très très bien d'un ami anthroposophe qui me disait « ça je l'ai pensé, cette idée m'a traversé l'esprit au sujet de telle ou telle personne, donc c'est vrai. C'est une inspiration que j'ai eue. C'est le monde spirituel qui m'a soufflé la vérité à ce sujet. » Comme c'était des pensées concernant sa femme avec laquelle il venait de divorcer, je peux vous dire que ce n'est pas des pensées les plus bienveillantes, ni sympathiques, ni courtoises, mais il estimait qu'elles étaient vraies puisqu'il les avait eues. Pour illustrer ça, je pourrais aussi évoquer le reportage qui est passé sur France 2, dans le magazine Complément d'enquête, où on voit un médecin anthroposophe de la Société anthroposophique universelle, de la section médicale de cette société, qui raconte à un moment aux journalistes comment un jour il a sauvé un jeune homme du suicide. Et il dit, ce jeune homme entre dans mon cabinet, je le regarde, je vois sa manière de marcher, et aussitôt, je le sais, j'ai compris, il va se suicider. Et alors, eh bien, je lui prescris le médicament adapté pour les tendances suicidaires. Certainement pas un antidépresseur, parce que les anthroposophes sont contre, mais telle ou telle pilule de sucre de chez Velleda. Ça, alors c'est passé inaperçu parce que les gens ne connaissent pas la manière de penser des anthroposophes, ne connaissent pas toute cette apprentissage que l'on effectue à travers imagination, inspiration, intuition, etc. Mais c'est vraiment révélateur du mode de pensée des anthroposophes. C'est-à-dire, oui, il n'y a plus de filtre. Ce qui nous traverse, les pensées qui nous traversent, ce sont des émanations du monde spirituel, et donc elles sont vraies du moment qu'on est une bonne personne, c'est-à-dire un anthroposophe. Elle prétend compléter la médecine conventionnelle grâce à des concepts étonnants, comme le savoir intuitif. Le savoir intuitif, c'est vraiment une connaissance où vous faites corps avec ce que vous ressentez et la façon dont vous allez agir. Par exemple, je me souviens d'un jeune patient. J'ai tout de suite analysé sa façon de s'habiller, sa façon de bouger. J'ai observé ses émotions.
je me suis vraiment concentré sur lui et j'ai réalisé que ce patient allait se suicider. Et ça, c'est grâce à la connaissance intuitive. Et c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'un simple IRM. Ce qu'il faut, c'est une connaissance profonde du patient et pas seulement de son passé, mais aussi de son avenir. Les médecins anthroposophes soigneraient donc à l'intuition. Moi, je me souviens avoir animé des séminaires où je demandais aux gens de s'immerger dans des têtes d'animaux, des têtes d'âne, de lynx, des têtes d'éléphants. Je leur demandais d'imaginer que leur tête s'allongeait, se déformait pour avoir la tête d'un éléphant, la tête d'un âne, la tête d'un jaguar, etc. Et alors, ils allaient être traversés par l'essence de l'âne, l'essence de l'éléphant, l'essence du jaguar. Et ça marchait bien, hein, les gens étaient contents de ces séminaires. Ils avaient vraiment l'impression d'avoir découvert quelque chose grâce à moi. Je ne dis pas ça sans honte, hein, même si je ne sais pas si ça s'entend dans le ton de ma voix, mais oui, ça faisait partie des choses que j'enseignais en tant qu'anthroposophe.